Imaginez tenir l'avenir entre vos mains, un appareil fonctionnant selon des principes qui remettent en question notre compréhension quotidienne de la réalité. Ces technologies révolutionnaires pourraient générer et transmettre des signaux électriques, mais en les contrôlant avec finesse et surtout, amplifier la faiblesse des signaux demeurait un défi majeur. Les faibles signaux radio reçus de loin devaient être amplifiés pour être utiles. Les signaux téléphoniques s'affaiblissaient sur les longues lignes. De plus, les commutateurs mécaniques et les relais électromécaniques utilisés pour la télégraphie ou les premiers centraux téléphoniques automatiques étaient relativement lents, encombrants et sujets à l'usure. Un moyen plus rapide et plus réactif de commuter et d'amplifier les courants électriques était nécessaire. La solution a commencé à émerger d'expériences impliquant le passage de l'électricité à travers des tubes de verre sous vide, l'étude des rayons cathodiques et des phénomènes associés. Une observation clé initialement fortuite a été faite par Thomas Edison. Alors qu'il s'efforçait d'améliorer la longévité des filaments de ses ampoules à incandescence au début des années 1880, il inséra une plaque métallique supplémentaire dans l'ampoule et remarqua qu'un courant pouvait circuler du filament chaud vers cette plaque à travers le vide. Un flux unidirectionnel qu'il breveta mais n'exploita pas pleinement. Ce phénomène, l'émission thermo-ionique ou effet Edison, fut la première pièce cruciale du puzzle. Remontons maintenant moins d'un siècle en arrière, à une époque où les calculs de pointe nécessitaient de fragiles tubes de verre brûlants, remplissant des pièces entières, juste pour effectuer des calculs que nous effectuons aujourd'hui instantanément. Comment l'humanité a-t-elle fait un bond aussi monumental? Comment sommes-nous passés du simple interrupteur marche-arrêt, d'un tube à vide, à la maîtrise des lois étranges et puissantes de la mécanique quantique? Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de gadgets de plus en plus petits et rapides, c'est un récit profond de l'ingéniosité humaine qui repousse sans cesse les limites de la science et de l'ingénierie, ouvrant de nouvelles perspectives à la réalité physique pour créer des outils toujours plus puissants. Voici l'histoire des tubes à vide à l'informatique quantique, l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, les héritiers technologiques de ces premières étincelles électroniques sous-tendent presque tout ce que nous faisons. Notre façon de communiquer instantanément à travers le monde, de concevoir des médicaments vitaux, d'explorer des planètes lointaines et même de nous divertir. La course incessante à la miniaturisation et à l'augmentation de la puissance de traitement n'a pas seulement transformé nos outils, elle a fondamentalement remodelé notre monde et élargi notre potentiel. Comprendre cette incroyable évolution est essentiel pour saisir les forces qui animent notre présent et façonnent notre avenir collectif. Rejoignez-nous pour ce voyage remarquable à travers le temps technologique. Nous commencerons par l'ère du tube à vide, l'aube de l'électronique. Nous assisterons à la révolution du semi-conducteur initiée par le transistor et le circuit intégré, explorerons l'explosion numérique alimentée par le microprocesseur et enfin, nous explorerons l'avenir étrange, passionnant et potentiellement révolutionnaire promis par l'informatique quantique. Nous découvrirons les avancées décisives, les principes scientifiques fondamentaux et les esprits visionnaires qui ont propulsé cette ascension technologique inexorable. Préparez-vous à assister à l'évolution qui définit notre époque moderne et laisse présager un avenir encore plus extraordinaire. Notre voyage dans l'évolution technologique ne commence pas par un fracas, mais par une étincelle, la révélation progressive et laborieuse des mystères de l'électricité elle-même. Avant que le tube à vide n'inaugure l'ère électronique, avant que les calculs complexes ne s'effectuent en quelques fractions de secondes, le monde fonctionnait à un rythme fondamentalement différent, contraint par les limites de la mécanique et la rapidité
de l'action humaine. La communication à distance était un prodige, réalisé par des fils ou par le lent transit du courrier physique. Les calculs complexes, essentiels à la science et à l'ingénierie, reposaient sur des dispositifs mécaniques ingénieux mais encombrants ou sur des équipes d'ordinateurs humains. L'industrie ronronnait au rythme des machines à vapeur et d'horloges sophistiquées. Si le 19e siècle a connu d'incroyables progrès mécaniques, les outils disponibles manquaient de la vitesse quasi instantanée, du contrôle précis et surtout de la puissance d'amplification nécessaire pour le prochain grand saut technologique. Le potentiel, cependant, était latent dans la nature même. Tout au long des 18e et 19e siècles, des esprits brillants comme Benjamin Franklin, Alessandro Volta, Michael Faraday, Hans Christian Ørsted et James Clerk Maxwell se sont consacrés à la compréhension des forces insaisissables de l'électricité et du magnétisme. Ils n'envisageaient pas nécessairement des réseaux de données mondiaux ou des bits quantiques. Ils étaient animés par une curiosité scientifique fondamentale. Pourtant, leur découverte, la génération de courants électriques stables, la compréhension de la relation entre électricité et magnétisme, la formulation des lois de l'électromagnétisme, ont posé les bases théoriques essentielles sur lesquelles toutes les technologies électroniques ultérieures allaient s'appuyer. Les premières applications pratiques, démontrant la puissance de l'électricité contrôlée, apparurent dans le domaine des communications. Le télégraphe de Samuel Morse, opérationnel dès les années 1840, utilisait des impulsions électriques circulant dans des fils pour transmettre des messages codés plus rapidement que n'importe quel messager. Le téléphone d'Alexander Graham Bell, breveté en 1876, accomplit l'exploit encore plus remarquable de transmettre la voix humaine par voie électrique. À la fin des années 1880, Heinrich Hertz confirma expérimentalement l'existence des ondes électromagnétiques prédites par les équations de Maxwell, ouvrant la voie à la communication sans fil. Guglielmo Marconi exploita rapidement ces ondes radio, démontrant la télégraphie sans fil sur des distances de plus en plus vastes, réduisant ainsi la taille du monde à un niveau sans précédent. Mais un goulot d'étranglement critique persistait. C'est le physicien anglais John Ambrose Fleming, conseiller scientifique de la Société de radiotéléphonie de Marconi, qui mit l'effet Edison en pratique. Et la recherche d'un meilleur détecteur pour les signaux radio faibles, il créa vers 1904 un tube à vide à 2 éléments contenant uniquement le filament chauffé, cathode, et la plaque, anode. Cette valve de Fleming agissait comme une diode permettant au courant de circuler dans un seul sens, redressant ainsi le courant alternatif des ondes radio en un courant continu détectable. C'était le premier véritable tube à vide, un composant essentiel, mais incapable d'amplifier. L'invention qui a véritablement ouvert la voie à l'ère électronique, en assurant la fonction essentielle d'amplification et en permettant la commutation à grande vitesse, est apparue quelques années plus tard, grâce à l'inventeur américain Lee de Forest. En 1906, de Forest introduisit un 3e élément dans le tube à vide, une grille métallique placée directement entre le filament et la plaque. Il découvrit qu'appliquer un faible signal de tension à cette grille permettait de contrôler avec précision le flux beaucoup plus important d'électrons circulant du filament vers la plaque. Un signal faible sur la grille pouvait être fidèlement reproduit sous la forme d'un signal beaucoup plus fort sur la plaque. Il baptisa son invention Audion. Il s'agissait du premier amplificateur électronique, la triode, l'élément fondamental des débuts de l'électronique. Bien que l'audion fût initialement imparfait et que ses principes de fonctionnement ne fussent pas pleinement compris par son inventeur pendant un certain temps, son potentiel était révolutionnaire. Il pouvait amplifier les signaux radio et téléphoniques faibles, rendant ainsi possible des communications et des diffusions longue distance fiables. Essentiel pour l'avenir de l'informatique, il pouvait également servir d'interrupteur électronique extrêmement rapide, allumant ou coupant complètement un courant bien plus rapidement que n'importe quel dispositif mécanique.
Le décor était désormais planté. Les lois fondamentales de l'électricité étaient comprises, et grâce à la diode et à la triode, l'humanité disposait enfin des outils pour contrôler et amplifier avec précision les signaux électriques. L'ère des tubes à vide s'ouvrait, prête à alimenter une révolution technologique. L'invention de la diode à tube à vide, et surtout de la triode, a fourni les outils essentiels à l'ère de l'électronique. L'humanité possédait désormais les moyens de contrôler et d'amplifier avec précision les courants électriques à des vitesses bien supérieures à celles de tout dispositif mécanique. Les bases théoriques de l'électricité étaient établies, les composants clés existaient. Le défi consistait désormais à exploiter ces composants, notamment la capacité de la triode à servir à la fois d'amplificateur et de commutateur à grande vitesse, pour construire des machines capables d'exécuter des tâches complexes, notamment l'exigeante tâche du calcul automatique. Ce fut l'étincelle nécessaire à la transition de la communication électrique au traitement électronique de l'information. Alors que des pionniers comme Konrad Zuse en Allemagne réalisaient des prouesses remarquables avec les relais électromécaniques, démontrant le calcul automatique programmable avec des machines comme le Z3, le mouvement physique des commutateurs mécaniques limitait intrinsèquement leur vitesse ultime. Pour les calculs exigeant une vitesse immense, dictée initialement par la curiosité scientifique, puis par l'urgence des conflits mondiaux, une solution purement électronique, s'appuyant sur les capacités de commutation quasi instantanées du tube à vide, constituait l'étape suivante indispensable. L'une des avancées les plus significatives dans ce domaine, bien que longtemps passée inaperçue, a eu lieu à l'Iowa State College, aux États-Unis. Le professeur John Vincent Atanasoff, cherchant un moyen d'accélérer le processus fastidieux de résolution de grands systèmes d'équations linéaires simultanées pour ses étudiants en physique, a conçu une calculatrice numérique électronique. En étroite collaboration avec son étudiant diplômé exceptionnellement talentueux, Clifford Berry, il a conçu et construit l'ordinateur Atanasoff-Berry ou ABC entre 1937 et 1942. L'ABC était révolutionnaire par son architecture et son recours à l'électronique pour les opérations logiques. Au lieu de relais, il utilisait environ 300 tubes à vide, faisant office de commutateur numérique. Il effectuait des calculs en arithmétique binaire, reconnaissant l'efficacité de la représentation des nombres avec seulement 2 états, marche-arrêt, parfaitement adaptés à la commutation électronique. De plus, il comportait une forme innovante de mémoire dynamique utilisant des condensateurs montés sur des tambours rotatifs qui devaient être rafraîchis périodiquement, un concept connu sous le nom de mémoire régénérative. Bien que l'ABC ait été spécialement conçu pour résoudre des équations linéaires et ne possédait pas la programmabilité complète imaginée par Babbage ou implémentée par Zuse, il constitue une réalisation historique, sans doute la Lège. Première machine à intégrer des circuits logiques électroniques, l'arithmétique binaire et la mémoire régénérative, tous des concepts clés de l'informatique moderne. C'était la preuve tangible que le calcul électronique était réalisable. Cependant, la voie vers les machines électroniques à grande échelle était semée d'immenses difficultés pratiques. Les tubes à vide, composants centraux, étaient une arme à double tranchant. Ils offraient une vitesse sans précédent, mais c'étaient aussi des ampoules de verre relativement fragiles, sensibles aux chocs et aux vibrations. Ils généraient une chaleur considérable, nécessitant des systèmes de refroidissement sophistiqués pour éviter les surchauffes et les pannes. Ils consommaient des quantités importantes d'énergie électrique, rendant l'exploitation des grandes installations coûteuses. Plus grave encore, les tubes avaient une durée de vie limitée et pouvaient griller de manière imprévisible. Construire une machine contenant des centaines, sans parler de des milliers, de ses composants et espérer qu'ils fonctionnent tous de manière fiable pendant de longues périodes constituait un défi technique de premier ordre. Les premiers pionniers ont dû faire face non seulement à ces obstacles techniques, mais aussi à un scepticisme fréquent.
et a des difficultés à obtenir des financements pour des projets aussi ambitieux et non éprouvés. Malgré ces obstacles, l'attrait de la vitesse électronique s'est avéré irrésistible, notamment lorsque la Seconde Guerre mondiale a englouti le monde entier. Les exigences de la guerre, calculer les trajectoires d'artillerie, décrypter les codes ennemis sophistiqués, concevoir des armes complexes, exigeaient une puissance de calcul bien supérieure aux capacités existantes. Cette urgence militaire a fourni à la fois la motivation et, surtout, les ressources nécessaires pour tenter de réaliser des calculs électroniques à une échelle jusque-là inimaginable. En Grande-Bretagne, les efforts de décryptage top secret de Bletchley ont conduit au développement des machines Colossus, conçues principalement par Tommy Flowers. Pour déchiffrer le chiffrement allemand de Lorenz, Colossus utilisait environ 1500 tubes à vide, plus tard portés à 2400 dans la version Mark II, afin d'effectuer des opérations logiques complexes sur des messages chiffrés, lus à grande vitesse sur des bandes perforées. Bien que hautement spécialisé dans la cryptanalyse, Colossus a démontré avec brio l'efficacité des circuits électroniques à grande échelle pour le traitement de l'information sous forte pression. De l'autre côté de l'Atlantique, l'armée américaine finança le projet ENIAC à la Moore School de l'Université de Pennsylvanie. Dirigé par John Moshley et G. Presper Eckert, l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, fut conçu principalement pour calculer les tables de tir balistique. Dévoilé en 1946, c'était un véritable géant électronique contenant plus de 17 000 tubes à vide et consommant suffisamment d'énergie pour éclairer une petite ville. Sa programmation impliquait le réglage manuel de milliers d'interrupteurs et le rebranchement de câbles, un processus laborieux. Mais sa vitesse de calcul, addition en microsecondes, multiplication en millisecondes, était tout simplement stupéfiante, des milliers de fois supérieure à celle de ses prédécesseurs électromécaniques. La démonstration publique de l'ENIAC consolida le rôle du tube à vide comme composant clé du calcul à grande vitesse et captiva l'imagination du public annonçant l'avènement du cerveau géant. Ainsi, l'étincelle de l'ère électronique naquit grâce à ces efforts pionniers. L'innovation fondamentale résidait dans l'application réussie du tube à vide comme commutateur électronique à grande vitesse, permettant la construction de circuits capables d'effectuer des opérations logiques et arithmétiques bien plus rapidement que toute autre technologie antérieure. Relever les défis considérables liés à la chaleur, à la puissance et à la fiabilité liés à la présence d'un grand nombre de tubes exigeait d'immenses compétences en ingénierie. Des machines comme l'ABC, le Colossus et l'ENIAC, bien que différentes par leur architecture et leur fonction, représentaient collectivement la transition cruciale des concepts électromécaniques à la réalité électronique, ouvrant la voie à la prochaine grande avancée, l'ordinateur à programme. Enregistré. La limitation physique fondamentale demeurait le tube à vide. La révolution qui allait véritablement réduire la taille de l'ordinateur et le rendre considérablement plus fiable est venue de la physique du solide, le transistor. Inventé au laboratoire Bell en 1947 par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, qui partageraient le prix Nobel pour ses travaux, le transistor pouvait assurer les mêmes fonctions de commutation et d'amplification électronique qu'un tube à vide. Cependant, il était fabriqué à partir de matériaux semi-conducteurs, ce qui le rendait incroyablement petit, incroyablement durable, consommant une quantité infime d'énergie, générant très peu de chaleur et offrant une fiabilité considérablement améliorée. Avec la maturation des techniques de fabrication au cours des années 1950, les transistors étaient prêts à supplanter le tube à vide au cœur de la conception informatique. Cette transition marqua la seconde génération d'ordinateurs,
Les machines apparues à la fin des années 1950 et au début des années 1960, telles que l'IBM 7090, successeur transistorisé du 709 à tuba vide, et son puissant successeur, le 7094, le Philco Transac S2000, une des premières machines transistorisées, le Control Data Corporation, CDC 1604, conçu par Seymour Cray, et les modèles Univac ultérieurs, exploitèrent les avantages du transistor. Elles offraient des avancées significatives en termes de vitesse de traitement et de puissance de calcul, tout en étant compactes, tout en nécessitant généralement de grandes salles climatisées. Surtout, elles étaient beaucoup plus fiables et nécessitaient moins de maintenance que leurs prédécesseurs. Cette fiabilité et ces performances accrues ont accru l'attrait et la viabilité économique des ordinateurs pour un plus large éventail de recherches scientifiques et, surtout, pour des opérations commerciales complexes comme la gestion des stocks, la paie et la comptabilité, consolidant ainsi l'ère de l'ordinateur central au sein des grandes entreprises et des agences gouvernementales. IBM, avec sa base technologique solide, sa force de vente étendue et son orientation vers les solutions commerciales, a particulièrement prospéré, établissant une position dominante sur le marché mondial des mainframes. Alors que la deuxième génération de transistors prenait son envol, la vague suivante de miniaturisation déferlait déjà, le circuit intégré, CI, communément appelé micropuce, développé indépendamment et presque simultanément vers 1958-1959 par Jack Kilby chez Texas Instruments, qui créa un circuit hybride, et Robert Noyce chez Fairchild Semiconductor, qui développa le procédé de fabrication de circuits intégrés monolithiques. Le CI marqua un changement de paradigme. Au lieu de câbler des transistors individuels, l'approche de Noyce permit de fabriquer simultanément plusieurs transistors, résistances, condensateurs et leurs interconnexions sur une seule pièce monolithique de matériaux semi-conducteurs, généralement du silicium. Cela permit des gains d'efficacité de fabrication, des réductions considérables de taille et de coût, ainsi que des améliorations supplémentaires en termes de vitesse grâce à des chemins de connexion plus courts et de fiabilité, moins de soudure défaillante. Les ordinateurs conçus à partir de circuits intégrés ont défini la troisième génération. IBM a de nouveau franchi une étape décisive avec l'annonce de la famille System 360 en 1964. Il s'agissait sans doute de la gamme d'ordinateurs la plus influente jamais lancée. Son innovation principale ne résidait pas seulement dans l'utilisation de composants avancés, initialement des circuits hybrides appelés Solid Logic Technology, puis des circuits intégrés monolithiques, mais aussi dans son concept d'un système unifié et évolutif. Architecture System 360 comprenait une gamme de modèles aux vitesses de traitement et aux capacités mémoire variables, tous capables d'exécuter le même logiciel sans modification. Cette compatibilité ascendante était révolutionnaire, protégeant les investissements logiciels massifs des clients face à la croissance de leurs besoins matériels. Elle a nécessité un effort de développement colossal de 5 milliards de dollars de la part d'IBM, un pari risqué, mais son succès a été fulgurant. System 360 a standardisé de nombreux aspects de l'informatique, notamment l'octet de 8 bits comme unité de données fondamentale, et a consolidé la domination d'IBM pendant plus d'une décennie. Cependant, la technologie même qui animait le System 360 a également permis de remettre en cause la domination du mainframe. Le coût nettement inférieur et la taille réduite rendue possible par les circuits intégrés ont permis la création d'une catégorie entièrement nouvelle, le mini-ordinateur. Digital Equipment Corporation, DEC, fondé par Ken Olsen et Harlan Anderson, ingénieur du MIT Lincoln Laboratory, a été pionnière sur ce marché. Leur PDP-8, lancé en 1965 à un prix inférieur à 20 000 $, une infime fraction du prix d'un mainframe, a connu un succès fulgurant. Il était suffisamment compact pour être utilisé par un seul département,
un laboratoire de recherche, voire intégré à des systèmes de contrôle industriels. Point crucial, les mini-ordinateurs comme le PDP-8 et le PDP-11, 16 bits de DUC, qui a ensuite eu une influence considérable, ont favorisé l'informatique interactive. Les utilisateurs pouvaient s'asseoir devant un terminal, souvent un téléscripteur, au départ, et interagir directement avec l'ordinateur en temps réel, contrastant fortement avec le flux de travail de traitement par l'eau distinct, courant sur les mainframes. Cette accessibilité a stimulé l'innovation dans les systèmes d'exploitation, comme Unix, développé au Bell Labs sur un PDP-7, les langages de programmation conçus pour être faciles à utiliser, comme BASIC, créé au Dartmouth College, et a favorisé la culture hacker, naissante, axée sur l'exploration des capacités de ces machines plus accessibles. La concurrence féroce d'entreprises comme Data General, avec son mini-ordinateur Nova, a encore stimulé l'innovation et fait baisser les prix sur ce marché. En pleine expansion, tout au long de cette période de progrès matériel rapide, la tendance à l'amélioration exponentielle est devenue de plus en plus évidente. En 1965, Gordon Moore, alors chez Fairchild Semiconductor et plus tard cofondateur d'Intel, a observé que le nombre de transistors pouvant être placés économiquement sur un circuit intégré doublait environ tous les ans ou tous les 2 ans. Il prédisait que cette tendance se poursuivrait. Cette observation, désormais connue sous le nom de loi de Moore, est devenue à la fois une description du progrès historique et un puissant moteur pour l'industrie des semi-conducteurs, fixant des objectifs de miniaturisation et de gains de performance constants, qui se sont avérés remarquablement valables pendant des décennies. L'aboutissement logique de la révolution des circuits intégrés, impulsé par la loi de Moore, arriva en 1971. Les ingénieurs de la jeune entreprise de semi-conducteurs Intel, dirigés par Federico Faggin, Marcian Hoff et Stanley Mazor, accomplirent un exploit monumental. Ils réussirent à intégrer tous les composants essentiels de l'unité centrale de traitement, CPU, d'un ordinateur, l'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle, les registres, sur une seule puce de silicium. Il s'agissait du microprocesseur Intel 4004. Bien qu'initialement conçu pour une calculatrice Busicom et limité dans ses capacités, un processeur 4 bits, son existence confirma le principe. Il fut rapidement suivi par des microprocesseurs 8 bits plus puissants, dont l'Intel 8008 en 1972 et l'Intel 8080, nettement plus performants, en 1974, ainsi que par des concurrents comme le Motorola 6800. Cette puce unique, le microprocesseur, contenait l'essence même du cerveau d'un ordinateur. Elle détenait la clé pour rendre les ordinateurs non seulement miniatures, mais véritablement personnels. En seulement 3 décennies, depuis les premières étincelles électroniques de machines comme l'ENIAC, le paysage technologique a été profondément remodelé. Le chemin parcouru a traversé des générations distinctes, définies par leur technologie de commutation de base. De la chaleur et de la fragilité des tubes avides à la densité incroyable des circuits intégrés alimentant les mini-ordinateurs, interactifs, en passant par la fiabilité et l'efficacité des transistors, véritables atouts des puissants ordinateurs centraux. Et maintenant, le microprocesseur était prêt à concentrer la puissance de calcul sur une seule puce abordable, ouvrant la voie à la phase la plus disruptive et la plus démocratisante de l'évolution à ce jour, la révolution de l'ordinateur personnel. Les premières étincelles du calcul électronique, incarnées par des machines comme l'ABC, le Colossus et le géant ENIAC, ont démontré l'immense avantage de vitesse des tubes à vide sur les méthodes mécaniques ou électromécaniques. Mais ces machines pionnières, notamment l'ENIAC, et sa programmation laborieuse sur tableau de connexion ont mis en évidence le prochain obstacle majeur, l'alimentation des instructions suffisamment rapides pour alimenter les circuits électroniques. Le décor était planté pour le grand saut suivant,
le concept de programme enregistré qui allait définir l'architecture même de l'informatique pour les décennies à venir, marquant le véritable début de l'ascension fulgurante de l'ordinateur. Les limites de la programmation de l'ENIAC par recablage physique étaient évidentes pour ses créateurs et des observateurs comme le brillant mathématicien John von Neumann. L'idée révolutionnaire, formalisée en 1945 dans le premier projet de rapport sur l'EDVAC, y consistait à stocker les instructions de fonctionnement de l'ordinateur, le programme lui-même, dans la même mémoire électronique que celle utilisée pour stocker les données traitées. Cela signifiait que l'ordinateur pouvait accéder aux instructions et les exécuter à des vitesses électroniques, limitées uniquement par les temps d'accès mémoire et non par la lenteur des lecteurs de bandes magnétiques ou la configuration manuelle. De plus, cela ouvrait la voie à la modification d'eux-mêmes ou d'autres programmes, offrant une flexibilité bien plus grande et ouvrant la voie au développement logiciel tel que nous le connaissons. Cette architecture de von Neumann, bien que son attribution exclusive à lui soit controversée, Moseley, Eckert et d'autres ayant largement contribué aux discussions, devint le modèle fondamental de la quasi-totalité des ordinateurs. Qui suivirent, la mise en œuvre de cette architecture à programme enregistré devint l'objectif principal du développement informatique dans l'immédiat après-guerre. Une sorte de course mondiale s'ensuivit. Au Royaume-Uni, la Manchester Small Scale Experimental Machine marqua l'histoire en exécutant avec succès le premier programme enregistré au monde en juin 1948. Elle fut rapidement suivie par la Manchester Mark I, plus perfectionnée, et par l'influent EDSAC électronique. Delay Storage Automatic Calculator de l'Université de Cambridge, qui offrait un service informatique aux chercheurs. Aux États-Unis, le développement de l'EDVAC se poursuivit, tandis que d'autres projets basés sur l'architecture von Neumann, comme l'ordinateur IAS construit à l'Institute for Advanced Study de Princeton, repoussèrent les frontières de la conception et des applications. Cette époque vit également l'essor crucial de l'industrie informatique commerciale. Moseley et Eckert, les cerveaux derrière l'ENIAC, quittèrent le monde universitaire pour fonder l'Eckert-Moseley Computer Corporation, avec pour objectif d'élargir le marché de l'informatique électronique. Leur réalisation phare fut l'UNIVAC et l'ordinateur automatique universel, livré au Bureau du recensement des États-Unis en 1951, puis vendu aux entreprises. L'UNIVAC-I devint le premier ordinateur numérique électronique produit en série aux États-Unis. Sa célèbre et précise prédiction de la victoire écrasante de Dwight D. Eisenhower à l'élection présidentielle de 1952, diffusée en direct à la télévision, fit connaître de manière spectaculaire la puissance et le potentiel de l'informatique au grand public. L'utilisation par l'UNIVAC de bandes magnétiques pour l'entrée et la sortie de données à haut débit constitua également une avancée significative par rapport aux cartes perforées encombrantes utilisées par de nombreux systèmes antérieurs. IBM, initialement prudente, sous la direction de son fondateur Thomas Watson Sr., a rapidement perçu l'essor inéluctable de l'informatique électronique. Porté par la vision de Thomas Watson Jr., IBM a pénétré le marché de manière décisive et stratégique. Son calculateur de défense 701, lancé en 1952 principalement pour les calculs scientifiques et militaires, a été rapidement suivi par le 702, conçu pour le traitement des données d'entreprise. IBM a investi massivement non seulement dans le matériel, mais aussi dans la fiabilité et le support. Une avancée technologique clé, rapidement adoptée durant cette période, a été la mémoire à noyau magnétique. Remplaçant les technologies de mémoire antérieures, souvent volatiles ou lentes, comme les lignes à retard au mercure ou les tubes de Williams, basés sur la persistance des tubes cathodiques, la mémoire à noyau utilisait de minuscules anneaux de ferrite durables enfilés sur une grille de fils. Chaque noyau pouvait stocker un bit d'information en étant magnétisé dans l'une des deux directions. Relativement rapide, non volatile, conservant les données même hors tension,
Elle est devenue la forme dominante de mémoire principale. Des ordinateurs pendant près de 2 décennies, permettant des systèmes de première génération plus grands, plus rapides et nettement plus fiables. Avec l'arrivée des ordinateurs fonctionnels à programme enregistré, le défi s'est déplacé vers la convivialité. La programmation directe en code machine binaire était extrêmement complexe et sujette aux erreurs. Des visionnaires comme Grace Hopper, figure clé des débuts de la programmation UNIVAC, ont défendu le développement de compilateurs, des programmes sophistiqués capables de traduire des instructions écrites dans des langages de haut niveau, plus lisibles par l'homme en code machine, compréhensibles par l'ordinateur. Ces travaux pionniers sur le compilateur A0 System ont ouvert la voie au développement de futurs langages. Conscient de la nécessité pour les scientifiques et les ingénieurs de programmer plus facilement des calculs complexes, John Backus, d'IBM, a dirigé l'équipe qui a développé Fortran, Formula Translation, au milieu des années 1950. Fortran est devenu le premier langage de programmation de haut niveau largement adopté, augmentant considérablement la productivité des programmeurs dans les domaines techniques. De même, l'utilisation croissante des ordinateurs pour le traitement des données commerciales a conduit au développement collaboratif du COBOL, Common Business Oriented Language, vers 1959, fortement influencé par les idées de Hopper en bis 27, matière de conception de langage, qui est devenue la norme pour les applications commerciales pendant des décennies. Malgré ces avancées logicielles cruciales, les ordinateurs de première génération restaient des machines colossales et gourmandes en énergie, dépendant de milliers de tubes à vide qui tombaient fréquemment en panne, limitant leur utilisation aux seules plus grandes organisations. L'invention du microprocesseur, qui a réussi à compresser la logique de base de l'unité centrale de traitement d'un ordinateur sur une seule puce de silicium, a été le catalyseur technologique crucial que le monde attendait. Il ne s'agissait pas simplement de la continuation de la tendance à la miniaturisation observée avec les transistors et les circuits intégrés. Elle a fondamentalement transformé l'économie et l'accessibilité de la puissance de calcul. Cette avancée a ouvert la voie à la grande migration de l'ordinateur, des confins des grandes organisations et des laboratoires spécialisés vers la société civile, les ordinateurs de bureau et les foyers. La révolution de l'informatique personnelle était sur le point de s'enflammer. Comme nous l'avons vu dans l'histoire spécifique des ordinateurs, les premières étincelles jaillirent au sein de la communauté des passionnés d'électronique. Le lancement du MITS Alter bis 1 du bis 100 en 1975, célèbre pour sa couverture électronique populaire, a joué un rôle crucial. Construit autour du puissant microprocesseur Intel 880, l'Alter, notamment sous sa forme de kit abordable, a démocratisé l'accès au matériel programmable à une échelle sans précédent. Il a déclenché une vague d'enthousiasme populaire. Des clubs informatiques comme le Homebrew Computer Club de la Silicon Valley sont devenus des foyers d'innovation. Les newsletters ont proliféré et une communauté dynamique a émergé, désireuse de construire, de partager et d'explorer le potentiel de ces nouvelles machines. Fait crucial, cette époque a vu la naissance des logiciels pour ordinateurs personnels, Microsoft ayant notamment développé son interpréteur basique spécifiquement pour l'Alter, rendant la machine programmable par un groupe bien plus large que les seuls experts en matériel. Cependant, pour que l'informatique atteigne véritablement le grand public, il fallait aller au-delà des kits, nécessitant un assemblage technique. Le tournant décisif s'est produit à la fin des années 1970, et plus particulièrement en 1977, année charnière, avec l'introduction des ordinateurs personnels préassemblés et conviviaux. La Trinité, l'Apple II, le Commodore PET et le Tandy TRS-80 a fait sortir l'informatique de l'atelier pour l'introduire dans les salons, les salles de classe et les petites entreprises. L'Apple II, porté par le génie technique de Steve Wozniak et la vision marketing de Steve Jobs, a captivé les utilisateurs par ses graphismes couleurs, ses capacités sonores et son design relativement accessible.
Son architecture ouverte a favorisé un écosystème florissant de logiciels et de périphériques, et l'arrivée de VisiCalc, le premier tableur électronique, a fourni une application pratique convaincante, une killer app, qui a favorisé son adoption, notamment dans les entreprises et l'éducation. Le PET de Commodore offrait une conception tout en un pratique, tandis que le TRS-80 de Tandy exploitait le vaste réseau de vente au détail de Radio Shack pour rendre les ordinateurs facilement disponibles dans toute l'Amérique. Qu'est-ce qui a alimenté cette explosion soudaine? C'était une véritable conjonction de facteurs. La loi de Moore a poursuivi sa progression inexorable, faisant baisser le coût de composants essentiels comme les microprocesseurs et les puces mémoire. Les procédés de fabrication ont gagné en maturité, permettant une production en série fiable d'appareils électroniques complexes. Point crucial, les logiciels ont évolué. Des langages de programmation conviviaux comme BASIC ont abaissé les barrières à l'entrée, tandis que des logiciels d'application pratique comme VisiCalc et les premiers traitements de texte ont apporté des avantages tangibles aux utilisateurs quotidiens, et pas seulement aux programmeurs. De plus, des entreprises comme Apple ont commencé à maîtriser l'art du marketing des ordinateurs personnels, suscitant le désir et démystifiant la technologie auprès d'un public plus large. La croissance fut explosive. De quelques milliers d'ordinateurs de loisirs au milieu des années 1970, le marché des ordinateurs personnels atteignit des millions d'unités vendues chaque année au début des années 1980. Cette expansion rapide fut encore accélérée par l'arrivée du géant IBM en 1981. L'ordinateur personnel IBM, appelé IBM PC, légitima instantanément l'ordinateur personnel pour un usage professionnel intensif. En utilisant stratégiquement des composants facilement disponibles, dont les microprocesseurs Intel, et en adoptant une architecture ouverte qui encourageait le développement par des tiers, IBM créa involontairement une norme sur le marché. Cela donna naissance à une industrie massive de clones compatibles IBM, fonctionnant sous le système d'exploitation MS-DOS de Microsoft, ce qui fit encore baisser les prix et élargit exponentiellement la base d'utilisateurs. Cette adoption généralisée de l'informatique personnelle a déclenché les premiers profonds bouleversements sociétaux directement imputables à la miniaturisation de l'électronique, initiée par le transistor et les circuits intégrés. Le traitement de texte a commencé à supplanter la machine à écrire, transformant la manière dont les documents étaient créés et édités. Les tableurs ont révolutionné la modélisation financière et la comptabilité pour les entreprises de toute taille. Les logiciels de base de données ont permis une gestion efficace de l'information. La maîtrise de l'informatique est devenue une compétence de plus en plus précieuse. L'industrie naissante du jeu vidéo a trouvé dans les ordinateurs personnels une nouvelle plateforme majeure, stimulant les ventes de matériel et l'innovation logicielle. Des industries entièrement nouvelles, centrées sur les logiciels pour ordinateurs personnels, les périphériques, les magazines, la formation et la vente au détail, ont prospéré presque du jour au lendemain. Bien que le monde véritablement interconnecté d'Internet soit encore largement à venir, cette époque a marqué le moment décisif où la puissance de calcul libérée par des décennies d'évolution électronique est enfin devenue personnelle, accessible et a commencé son intégration irréversible dans la vie quotidienne. La révolution de l'ordinateur personnel a doté des millions d'ordinateurs de bureau d'une puissance de calcul sans précédent, transformant le travail et les loisirs. Mais l'évolution technologique, portée par la loi de Moore et l'ingéniosité humaine, était loin d'être terminée. La fin du XXe et le début du XXIe siècle ont été témoins de nouveaux changements de paradigme, inscrivant l'informatique encore plus profondément et intimement dans la structure de la société mondiale, nous conduisant à l'ère contemporaine, un complexe que nous vivons aujourd'hui. L'évolution la plus marquante a peut-être été la métamorphose d'Internet,
passant d'un réseau spécialisé à une plateforme mondiale omniprésente de communication, de commerce et d'information. Porté par la création du World Wide Web par Tim Berners-Lee et l'avènement des navigateurs web graphiques conviviaux au début des années 1990, Internet est devenu accessible à des centaines de millions, puis à des milliards de personnes. L'essor et l'effondrement des entreprises.com qui ont suivi ont ouvert la voie à l'essor du Web 2.0, caractérisé par des géants des médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube, des contenus générés par les utilisateurs, des blogs, des wikis et des services en ligne interactifs. Ce phénomène n'a pas seulement connecté les machines. Il a profondément repensé les relations humaines, l'accès à l'information, le discours politique et l'activité économique à l'échelle planétaire. Parallèlement à l'expansion d'Internet et de plus en plus en convergeant avec elle, s'est produite la révolution mobile. Si les premiers téléphones portables existaient déjà, le lancement de l'iPhone d'Apple en 2007, suivi rapidement par le système d'exploitation Android de Google, a marqué un tournant. Il ne s'agissait pas de simples téléphones, c'étaient de puissants ordinateurs de poche dotés d'interfaces tactiles intuitives, de capteurs sophistiqués, GPS, accéléromètres, appareils photo haute qualité et d'une connectivité permanente. L'explosion des applications mobiles, ou apps, a transformé ces appareils en outils indispensables pour la navigation, les réseaux sociaux, les services bancaires mobiles, la photographie, le divertissement et bien d'autres aspects de la vie quotidienne. L'informatique est devenue véritablement personnelle, portable, contextuelle et perpétuellement connectée, accélérant encore la transformation numérique de la société. Le cloud computing est au cœur d'une grande partie de cet écosystème, connecté en permanence et gourmand en données. Ce changement de paradigme a impliqué le transfert du stockage des données et des lourdes tâches de calcul des appareils des utilisateurs finaux vers de vastes centres de données distants, hautement performants et exploités par de grandes entreprises technologiques comme Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Le cloud a permis une évolutivité sans précédent des services Internet, a permis aux entreprises d'accéder à de puissantes ressources informatiques à la demande sans investissement initial massif, a alimenté la croissance fulgurante des services de streaming comme Netflix et Spotify et a popularisé le modèle SaaS, Software as a Service, transformant fondamentalement la distribution et la consommation des logiciels. Cette époque a également été marquée par un regain d'intérêt et des applications concrètes de l'intelligence artificielle, IA, et de l'apprentissage automatique, ML. Des décennies de travaux théoriques ont finalement porté leurs fruits, propulsés par 3 facteurs clés. La disponibilité d'énormes ensembles de données, big data, générées par l'activité en ligne. L'immense puissance de traitement offerte par le cloud computing et le matériel spécialisé, notamment les processeurs graphiques ou GPU, lancés par des entreprises comme Nvidia, et les avancées significatives des algorithmes, notamment dans le domaine de l'apprentissage profond. L'IA est passée des laboratoires de recherche à des produits et services concrets. Elle alimente les moteurs de recherche, personnalise les recommandations de contenu, permet des traductions linguistiques sophistiquées, pilote des assistants vocaux comme Siri et Alexa, améliore l'analyse des images médicales et progresse dans des domaines complexes comme la conduite autonome. Le développement et l'application de l'IA sont devenus des piliers centraux du paysage technologique moderne. Au-delà de ces tendances dominantes, les technologies électroniques et informatiques fondamentales ont continué de se diversifier et de se spécialiser. Les systèmes embarqués ont intégré des microprocesseurs dans pratiquement tous les produits manufacturés imaginables, des voitures équipées de dizaines de processeurs gérant le contrôle moteur, les systèmes de sécurité et l'infodivertissement, aux appareils électroménagers intelligents, aux machines industrielles et aux dispositifs médicaux, formant collectivement le vaste Internet des objets, IoT. À l'autre extrême,
Les supercalculateurs ont poursuivi leur quête incessante de puissance de traitement brut, avec des machines capables d'effectuer des quadrillions, pétaflops, puis des quintillions, hexaflops, de calculs par seconde, relevant ainsi de grands défis scientifiques. Les technologies portables, comme les montres connectées et les trackers d'activité, ont rapproché encore davantage l'informatique du corps humain en surveillant la santé et en fournissant des notifications instantanées, et en regardant vers l'horizon suivant, la recherche sur des paradigmes informatiques fondamentalement différents, comme l'informatique quantique, visant à exploiter la mécanique quantique pour des types spécifiques de calculs complexes, l'informatique neuromorphique, imitant la structure du cerveau, et même l'informatique optique, utilisant la lumière au lieu des électrons, recherche activement les avancées qui pourraient définir le suivantaire de l'évolution technologique. Le paysage technologique contemporain est donc d'une complexité, d'une ampleur et d'une intégration stupéfiantes. Des milliards de personnes utilisent de puissants appareils informatiques interconnectés via des réseaux mondiaux, générant des données à un rythme quasi incompréhensible. Ce secteur se caractérise par de puissantes entreprises de plateformes opérant à l'échelle mondiale, aux côtés de fabricants de semi-conducteurs hautement spécialisés comme TSMC, Intel, Samsung, et de concepteurs comme ARM et Nvidia, qui fournissent le matériel de base. Pourtant, cette intégration technologique omniprésente pose des défis majeurs pour le XXIe siècle. Maîtriser les enjeux complexes de la confidentialité des données et de la surveillance numérique, se défendre contre des menaces de cybersécurité de plus en plus sophistiquées, lutter contre les effets sociétaux de la désinformation amplifiée par les plateformes en ligne, garantir l'équité et la responsabilité en s'attaquant aux biais algorithmiques des systèmes d'IA, combler la fracture numérique persistante pour garantir un accès équitable, atténuer l'impact environnemental significatif des déchets électroniques et de la consommation énergétique des centres de données, et s'attaquer aux profondes questions éthiques posées par une IA toujours plus performante. L'évolution se poursuit, mais son évolution est étroitement liée à ces considérations sociétales complexes. Nous avons parcouru un paysage technologique extraordinaire, retraçant le chemin depuis la lueur fragile des premiers tubes à vide contrôlant les courants électriques, en passant par la révolution des transistors et des circuits intégrés à semi-conducteurs, qui ont concentré une puissance inimaginable sur des puces minuscules, jusqu'à l'aube des microprocesseurs, de l'informatique personnelle, des réseaux mondiaux, et de l'ère naissante de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en regardant en arrière sur cette cascade incessante d'innovation, nous devons nous demander quel est le véritable impact durable, l'héritage durable de cette profonde évolution technologique. Pour bien saisir cette transformation, il suffit de repenser au monde d'avant l'avènement de l'électronique pratique, un monde où les calculs complexes étaient d'une lenteur effroyable, où les communications longue distance étaient un miracle se mesurant en heures ou en jours, où l'information était rare et localisée, et où les industries fonctionnaient au rythme de la mécanique et du travail humain. Le contraste avec notre réalité actuelle est saisissant. Nous vivons désormais dans un cadre de communication mondiale instantanée. Avons accès à la grande majorité du savoir humain grâce à des appareils que nous tenons dans nos poches, naviguons dans des économies régies par les flux de données et les systèmes automatisés et assistons à des découvertes scientifiques accélérées par une puissance de calcul qui éclipse tout ce qui était concevable il y a un siècle. Il ne s'agit pas seulement d'un changement, mais d'une refonte fondamentale de l'expérience humaine. Les effets à long terme se répercutent sur tous les domaines de la vie. La science a été irrémédiablement transformée, l'informatique devenant un troisième pilier crucial aux côtés de la théorie et de l'expérimentation. Des simulations complexes modélisant tout, du changement climatique à la formation des galaxies, en passant par les interactions médicamenteuses et le repliement des protéines,
propulse les découvertes à un rythme sans précédent. Les économies mondiales ont été radicalement transformées. Des industries entièrement nouvelles, fondées sur les logiciels, les services numériques et la fabrication de semi-conducteurs, dominent désormais, tandis que l'automatisation et l'analyse de données remodèlent continuellement les secteurs traditionnels, impactant la productivité et la nature même du travail. Sur le plan culturel, le monde numérique, favorisé par cette évolution technologique, a donné naissance à de nouvelles formes d'art, de musique, de divertissement interactif et à des communautés mondiales, transformant fondamentalement notre façon de créer, de partager nos expériences et de communiquer au-delà des frontières géographiques. Du diagnostic médical à la médecine personnalisée, en passant par la prestation de services éducatifs et la planification logistique, pratiquement aucun aspect important de la civilisation moderne n'est épargné. L'héritage le plus profond de toute cette chaîne évolutive, du tube à vide au bit quantique, réside peut-être dans son rôle de fondement permettre plateforme. Chaque avancée technologique majeure n'a pas seulement amélioré la précédente, elle a ouvert la voie à des possibilités entièrement nouvelles. Les tubes à vide ont rendu possible la radio électronique, la télévision et les premiers ordinateurs. Les transistors ont permis l'électronique portable, la fiabilité des ordinateurs centraux et la conquête spatiale. Les circuits intégrés ont alimenté les mini-ordinateurs, les calculatrices et ouvert la voie aux appareils personnels. Le microprocesseur a démocratisé la puissance de calcul, menant à la révolution des PC. Cette progression cumulative constitue le socle technologique essentiel sur lequel se sont construites les révolutions suivantes. Internet, les communications, mobiles, l'explosion de l'IA, les avancées en biotechnologie, en sciences des matériaux et bien d'autres domaines. Par conséquent, l'évolution des tubes à vide vers les frontières de l'informatique quantique représente bien plus qu'une simple succession de composants plus rapides et plus compacts. Elle signifie une transformation fondamentale de la capacité de l'humanité à manipuler l'énergie, à traiter l'information, à communiquer des idées, à modéliser la complexité et, en fin de compte, à comprendre et à remodeler notre monde. Tout comme la révolution agricole nous a sortis du mode de vie nomade, ou la révolution industrielle a maîtrisé la puissance mécanique, la révolution électronique et numérique, née de ces avancées technologiques, constitue une caractéristique déterminante de l'époque moderne. Une transformation en cours dont les conséquences ultimes se font encore sentir, mais dont la portée historique est d'ores et déjà indéniable. Après avoir retracé le parcours remarquable de l'évolution technologique, depuis les premières étincelles électroniques jusqu'à la complexité numérique actuelle, la question se pose inévitablement. Quelle est la suite? Le rythme effréné de l'innovation, portée par la curiosité scientifique, les prouesses de l'ingénierie et les impératifs économiques, ne montrent aucun signe de ralentissement. Si le siècle dernier nous a fait passer des tubes à vide à une puissante IA dans nos poches, où pourraient nous mener les prochains chapitres de cette saga technologique? À la pointe de la technologie, les chercheurs explorent des territoires qui remettent en question notre compréhension fondamentale de l'informatique et de la réalité elle-même. L'informatique quantique demeure une frontière majeure. Bien qu'encore largement expérimentale et confrontée à des obstacles importants pour la réalisation de machines stables, à grande échelle et à correction d'erreurs, les progrès se poursuivent. Exploitant des phénomènes quantiques comme la superposition et l'intrication, ces machines ont le potentiel de révolutionner des domaines comme la science des matériaux, la découverte de médicaments, la cryptographie et l'optimisation de systèmes complexes en s'attaquant à des problèmes actuellement bien hors de portée de tout ordinateur classique. Parallèlement, la quête d'une intelligence artificielle plus puissante et plus efficace se poursuit sans relâche. Au-delà du perfectionnement de l'IA spécialisée actuelle,
de plus en plus sophistiquées, d'importantes recherches se concentrent sur l'ambitieux objectif à long terme de l'intelligence artificielle générale, IAG, des machines dotées de capacités cognitives comparables à celles des humains. Parallèlement, des architectures informatiques alternatives sont activement explorées. L'informatique neuromorphique cherche à imiter la structure de traitement parallèle à faible consommation d'énergie du cerveau sur silicium, tandis que l'informatique optique étudie l'utilisation de photons plutôt que d'électrons pour une manipulation des données potentiellement plus rapide et plus économe en énergie, et certaines explorent même le potentiel de l'informatique biologique. En observant des tendances à court terme plus prévisibles, les experts anticipent une intégration encore plus profonde et transparente de l'IA spécialisée dans notre quotidien, améliorant les outils de productivité, permettant des soins de santé et une éducation plus personnalisée, alimentant des systèmes de plus en plus autonomes et créant des interactions homme-machine plus naturelles. L'Internet des objets, IoT, devrait mûrir, connectant des milliards d'appareils supplémentaires et créant des environnements plus intelligents et plus réactifs, tout en posant d'importants défis en matière de sécurité et de confidentialité. Nous assisterons également probablement à des avancées continues dans les interfaces cerveau-ordinateur, ICO, offrant potentiellement de nouvelles voies de communication et de contrôle pour les personnes handicapées. Et peut-être, à terme, de nouvelles formes d'augmentation humaine. Point crucial, l'impératif d'une informatique durable ou verte s'intensifiera, stimulant l'innovation dans les processeurs économes en énergie, la conception de centres de données et les cycles de vie électroniques responsables. Scrutant plus avant l'avenir spéculatif, les possibilités deviennent véritablement transformatrices et les questions plus profondes. Quels changements sociétaux se produiraient si des ordinateurs quantiques pratiques et tolérants aux pannes devenaient largement accessibles? Quelles sont les véritables implications éthiques, économiques et existentielles de la réalisation de l'IA générale? La loi de Moore, moteur de décennies de progrès, va-t-elle enfin se heurter à des obstacles physiques insurmontables ou de nouveaux paradigmes, comme l'empilement de puces 3D ou de nouveaux matériaux, maintiendront-ils cette tendance exponentielle sous de nouvelles formes? Le potentiel de transformation de la médecine, de l'énergie, de la communication et peut-être même de notre compréhension de la conscience elle-même est immense. Cette trajectoire future n'est cependant pas figée. Elle sera façonnée par nos avancées scientifiques, les défis techniques que nous surmontons, les incitations économiques que nous créons et, surtout, les cadres éthiques et les choix sociétaux que nous mettons en œuvre face à ces puissantes technologies émergentes. La dernière question vous revient donc. Laquelle de ces futures frontières technologiques vous passionne ou vous inquiète le plus? Prévoyez-vous des avancées majeures comme l'informatique quantique généralisée ou l'IA générale dans les prochaines décennies? Et finalement, quel rôle la technologie joue-t-elle selon vous devrait jouer pendant que notre avenir continue de se dérouler? Partagez vos pensées, vos spéculations et vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Ainsi, depuis l'éclat fondateur des tubes à vide qui ont permis d'exploiter l'électricité pour des tâches complexes, en passant par les révolutions transformatrices du transistor, du circuit intégré, du microprocesseur et jusqu'aux frontières de l'informatique quantique, nous avons tracé la voie à travers l'évolution inexorable de la technologie. C'est un puissant rappel que l'ingéniosité humaine cherche constamment à transcender les limites, remodelant ainsi notre monde à chaque avancée. Merci sincèrement de vous joindre à nous dans cette exploration des avancées fondamentales, qui ont défini notre ère moderne et continuent de façonner notre avenir. Si ce voyage à travers l'histoire technologique a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à nous le montrer en cliquant sur « J'aime » et à partager cette vidéo avec d'autres passionnés de science, d'histoire et d'innovation. Votre point de vue sur l'avenir nous intéresse vraiment. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos prédictions et vos réponses à nos questions.
sur l'avenir évoqué dans la section précédente, dans les commentaires ci-dessous. Enfin, pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les technologies qui façonnent notre monde, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Merci encore de votre attention.